Alors bonjour, merci d'être avec nous pour ce dernier atelier de la journée. Le projet dont on va vous parler se déroule dans 3 écoles d'une commission scolaire. En fait, les 2 personnes qui ont initié ce projet-là, c'est Maude Belleville et Geneviève Dubois-Psaila, qui est aussi conseillère pédagogique et qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui sont venus en quelque sorte nous chercher à l'UQAM. Mais il y a aussi des professeurs de l'Université de Montréal, Éric Morissette et Mélanie Paré, qui participent à ce large projet pour justement développer et mettre en place des pratiques de co-enseignement dans les écoles. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la partie co-enseignement. Ça s'inscrit dans un projet plus large. Et on va, France et France, vous présenter une partie plus théorique, on veut quand même dynamique et interactive. Et ensuite, on va laisser la parole à Maude et Marie-Ève qui vont nous parler davantage des pratiques qui ont été mises en place dans les écoles. Alors, d'abord, une petite partie de recherche. Donc, dans les écoles québécoises, on souhaite faire un virage vers davantage d'inclusion ou des pratiques qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de répondre aux besoins d'une diversité d'élèves au sein des écoles. Et pour cela, on doit rehausser la collaboration et l'interdépendance entre les intervenants. Le co-enseignement orthopédagogue enseignant est une des pistes de solutions possibles qu'on tente de mettre en place dans plusieurs écoles. On a de plus en plus de milieux qui le mettent en place et pour moi, ça m'est apparu dans mes recherches en 2015 quand j'ai participé à 2 synthèses des connaissances où le co-enseignement a émergé comme étant une pratique organisationnelle qui favorise la réussite des élèves à risque en classe ordinaire, mais aussi, ma collègue Mirella a fait une synthèse des connaissances sur l'accompagnement des enseignants pour contribuer à la réussite des élèves à risque en classe ordinaire. Alors, tant au niveau des modèles d'organisation qu'au niveau de l'accompagnement des enseignants et de la transformation des pratiques enseignantes, le co-enseignement est ressorti dans ces 2 recherches-là qui ont été terminées en 2015. Alors, on sait qu'on a des défis à relever collectivement au sein des écoles. On souhaite bien sûr adopter des principes d'équité sociale et inclure davantage les élèves, comme je l'ai dit tantôt. Toutefois, ça amène des défis qu'on doit relever collectivement. Alors, ça amène une redéfinition du rôle de l'enseignant, mais aussi de l'orthopédagogue qui, de plus en plus, intervient au sein des classes. Ça évite, de cette façon-là, de ressentir un alourdissement de la tâche enseignant. L'enseignant ne se sent plus seul à venir en aide et à amener le plus d'élèves possible vers la réussite éducative et scolaire, mais on devient une équipe école qui co-intervient au sein des classes. Dans le cadre du projet, on a identifié une question générale de recherche qui est la suivante. Comment des orthopédagogues peuvent expérimenter le co-enseignement avec des enseignants au sein de leur école? Alors bonjour. Avant de vous présenter la recherche et les résultats, on va prendre un petit peu de temps pour présenter le cadre de référence, entre autres notre définition du co-enseignement qu'on considère comme étant un travail pédagogique qui est commun dans un même groupe, dans un même temps et dans un même espace de 2 enseignants qui partagent la responsabilité éducative pour atteindre des objectifs qui sont spécifiques. Soit 2 enseignants, un enseignant ou un orthopédagogue, un enseignant et un enseignant ressources, et cette collaboration peut être mise en place à temps partiel ou à temps complet. Donc, le co-enseignement dans le cadre de notre recherche est étroitement associé à une conception d'une orthopédagogie qui n'est pas corrective, mais plutôt qualitative. Ce qui veut dire qu'on vise à améliorer la qualité de l'enseignement, à offrir à tous les élèves d'un groupe. Lors du co-enseignement, l'orthopédagogue ou encore l'enseignant ressources n'intervient pas seulement auprès des élèves en difficulté, mais il co-enseigne ensemble à une diversité d'élèves. Parmi les conditions favorables qui ressortent dans la plupart des écrits, on souligne que la planification est essentielle. Il y a plusieurs études qui ont démontré que la planification puis le temps de concertation qui est mis avant de faire les prestations en classe permettrait une meilleure mise en œuvre et organisation plus efficace des contenus pédagogiques et aussi de la gestion de classe. On va vous présenter les 8 principales configurations de co-enseignement, soit un enseigne, l'autre observe, un enseigne, l'autre soutient, un enseignement en atelier, enseignement alternatif, enseignement parallèle, enseignement partagé, un soutien partagé et un soutien alternatif.
Alors, il faut savoir que dans le projet de co-enseignement dans les 3 écoles, on a fait des rencontres de concertation réunissant tous les orthopédagogues qui souhaitaient co-enseigner et on a préparé des capsules de formation et d'information. On a aussi suscité le partage d'expériences antérieures pour amener à transformer et aller un peu plus loin dans le co-enseignement. Et ce qu'on vous présente, on en a fait un feuillet synthèse qui pourra vous inspirer si vous souhaitez expérimenter le co-enseignement. On l'a mis en forme là, grâce à l'aide d'une graphiste et on vous présente quand même assez brièvement ce qu'on a présenté aux orthopédagogues de ces 3 écoles-là. Alors, un des modèles très souvent employé lorsque l'orthopédagogue vient modéliser en classe avec tout un groupe d'élèves. Un enseigne et l'autre observe. Alors, c'est un des co-enseignants qui enseigne et qui planifie l'activité. L'autre observe, collecte des informations au sujet d'un ou de certains élèves ou observe les pratiques et la modélisation de celui qui enseigne pour ensuite pouvoir poursuivre l'enseignement quand ils ne seront pas nécessairement les deux ensemble à co-enseigner. Ils se partagent généralement équitablement la gestion du groupe. Comme nous, on se partage la présentation des différentes modalités. Donc, un enseigne, l'autre soutient. Je pense que c'est un modèle que vous connaissez pour la plupart, qui est très populaire, qui est très utilisé. Donc, pendant qu'un enseignant anime une activité auprès de toute la classe, l'autre co-enseignant circule, peut apporter du soutien aux élèves, proposer des adaptations en fonction des besoins des élèves. Donc, c'est une approche qui demande peu ou pas de planification et on se partage la gestion du groupe. Une autre configuration qu'on a souvent observée dans les écoles participantes dont on vous parle et on va vous en parler davantage tantôt, c'est l'enseignement en atelier. Alors, on peut préparer et organiser 3 ou plusieurs ateliers. À ce moment-là, les 2 co-enseignants vont être responsables chacun d'un atelier. L'atelier ou les ateliers en pratique autonome peuvent servir à offrir de l'enrichissement, poursuivre au niveau d'un projet et les élèves vont circuler, donc il va y avoir une rotation entre les ateliers à l'intérieur d'une période ou de quelques périodes de co-enseignement. Les élèves vont pouvoir vivre chacun de ces ateliers. On a aussi observé ce type de co-enseignement-là lors de décloisonnement. Alors, on a encore plus d'élèves présents. On peut avoir 2 enseignants, un orthopédagogue et avoir plusieurs ateliers encore là présentés en rotation. Pour ce qui est de l'enseignement alternatif, c'est-à-dire qu'un enseignant enseigne un plus grand sous-groupe, si on veut, tandis qu'un petit rassemblement d'élèves, un sous-groupe d'élèves est animé par un autre enseignant. Et là, on peut travailler soit un pré-enseignement, une notion qui est préalable à l'autre, ou on travaille avec des élèves qui ont besoin d'enrichissement ou d'approfondir certaines notions. Donc, on recommande aussi de varier la composition des groupes pour que ce ne soit pas toujours les mêmes élèves qui font partie du petit sous-groupe, question de ne pas stigmatiser les élèves. L'enseignement en parallèle, à ce moment-là, on va subdiviser le groupe en 2 sous-groupes. Le contenu enseigné est le même. Parfois, les approches ou les méthodes vont être différentes. Certains vont travailler plus en manipulation, d'autres vont travailler peut-être même en dyade à l'intérieur du sous-groupe. Au sein d'un même environnement physique, je ne peux pas nécessairement dire que c'est toujours facile au niveau du niveau de décibels, mais il y a moyen d'organiser les lieux et les moments de travail pour que ça soit viable et ça contribue à diminuer le ratio enseignant-élève. Donc, chaque co-enseignant a un plus petit sous-groupe et ça augmente les interactions entre les élèves et avec l'enseignant et les élèves. Pour le prochain, c'est l'enseignement partagé. Alors, l'enseignement partagé, c'est une activité qui est planifiée et animée par les 2 co-enseignements. Donc, il demande un temps, on a dit tout à l'heure que la planification est essentielle. Alors, ce modèle-ci, le moment de planification est vraiment effectué avec les 2 enseignants. Donc, les 2 personnes interagissent successivement avec les élèves. On varie les rôles et les responsabilités durant la période. C'est une configuration qui demande un haut niveau d'engagement et de collaboration entre les 2 enseignants. Et ça, je pense, c'est un défi parce qu'on parlait de temps. Donc, le temps pour planifier est ici crucial. C'est aussi un défi en lien avec la gestion du groupe, mais aussi la gestion du temps d'enseignement. C'est un petit peu comme danser le tango. Alors, pour en avoir observé, les co-enseignants se complètent. Le regard, le contact visuel non verbal parle également. Parfois, il va en avoir qui vont se déplacer pour favoriser l'engagement des élèves qui sont peut-être un peu plus loin, mais c'est vraiment fascinant. Au-delà de la planification, il y a aussi une régulation en action qui s'effectue, surtout avec des co-enseignants qui
font du co-enseignement partagé, de l'enseignement partagé depuis de nombreuses périodes, disons. Donc, le soutien partagé, ici, c'est une répartition des rôles, une organisation des rôles qui fait en sorte que les élèves, après avoir peut-être assisté à une modélisation en lien avec une stratégie, vont réaliser une tâche ou certaines phases d'une activité. Les deux co-enseignants vont offrir du soutien en circulant dans la classe. Donc, les deux peuvent avoir un rôle tant auprès des élèves qui sont en difficulté qu'aux élèves qui ont terminé, mais qui ont besoin d'une validation ou de pousser plus loin pour approfondir, pour peut-être embellir le travail qu'ils croient avoir terminé. Hein. On parle des fois de revenir embellir tes phrases, tu peux enrichir, tu peux ajouter certains adverbes et tout ça. Alors, il y a vraiment, ça contribue à l'engagement des élèves. Les élèves sentent qu'ils ont du soutien en continu pendant la pratique autonome, mais donc c'est ça, ils demeurent engagés encore plus longtemps, mais les rôles peuvent varier. Donc, ce n'est pas nécessairement uniquement l'orthopédagogue qui va intervenir auprès des élèves qui ont des difficultés. Les deux co-enseignants vont se partager ces rôles-là. Un peu dans le même esprit, dans le sens, c'est pas l'enseignement ici, mais c'est vraiment le soutien alternatif. Ça veut dire que les élèves sont engagés dans une tâche, ils ont des activités à réaliser, pendant que l'enseignant soutient les sous-groupes, ça peut être des diades ou des équipes de 4, de 3. L'autre enseignant s'attarde plus spécifiquement à un sous-groupe en particulier, où là, on apporte un soutien en fonction des besoins des élèves, encore une fois. Si c'est un besoin d'enrichissement, c'est un besoin pour des élèves qui ont des difficultés. Donc, cette configuration est ressortie de nos observations. Donc, pas nécessairement des modèles, mais vraiment de ce que nous avons observé. Alors, il y a 9 éléments essentiels qui ont été repérés, notamment par Gravel et Trépanier, pour mettre en place du co-enseignement. Alors, ça prend, on l'a répété à quelques reprises depuis le début de la présentation, des moments de planification communs, de la souplesse de la part des enseignants, de la flexibilité, mais aussi de la part des administrateurs, des directeurs, une capacité à prendre des risques. Ce n'est pas tout le monde qui accepte d'ouvrir ses portes, sa porte de classe pour accueillir quelqu'un d'autre au sein de sa classe. Et il faut sortir de sa zone de confort parce qu'on fait un petit peu plus place à de l'imprévu où il y a davantage d'interaction, disons. Il faut clarifier les rôles dès le départ entre les co-enseignants et les responsabilités. Ça prend une compatibilité entre les co-enseignants. Des habiletés de communication, du soutien de la part des administrateurs pour justement avoir du temps de concertation et de planification, mais aussi une liberté de co-enseigner, même si peut-être que ça va faire un petit peu plus de mouvement au bout du corridor parce qu'il y a des interactions, il y a plus de groupes qui sont jumelés ensemble et on vise à répondre aux besoins des élèves. Alors, au-delà de la complicité qu'on peut avoir comme co-enseignant, il faut toujours viser les apprentissages des élèves. Il faut aussi évaluer régulièrement les effets du co-enseignement en lien avec les objectifs d'apprentissage visés. Donc, on va parler davantage de régulation à ce moment-là. On a un modèle qu'on a traduit pour illustrer justement les composantes qui contribuent à rehausser la qualité du co-enseignement. Donc, planifier cette collaboration-là, ce co-enseignement-là, amorcer un processus collaboratif en considérant qu'on est en train de se développer. C'est aussi du développement professionnel, comme ma collègue Mirella l'avait noté lors de sa synthèse des connaissances. Il faut choisir les configurations d'enseignement ensemble et elles peuvent varier. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est allé observer dans plusieurs classes ensemble et à l'intérieur d'une même période d'enseignement, on peut parfois observer plus d'une configuration de co-enseignement. On en a présenté 8, on peut facilement avoir 3 à l'intérieur d'une période d'enseignement. Il faut soutenir les co-enseignants, donc il n'est pas rare que les orthophonistes aussi interviennent où il y a plus qu'un co-enseignant. Donc, on parle de diade, mais parfois c'est plus que 2 qui peuvent co-enseigner. Il faut aussi peut-être bénéficier d'observations, de rétroaction pour pouvoir aller plus loin dans nos pratiques de co-enseignement et collecter les données, bien sûr, pour voir si on atteint nos cibles pour les élèves. Alors, on co-enseigne pour décloisonner entre les classes, contribuer à du pairage et des diades entre des experts qui ont des expertises complémentaires, pour offrir un soutien qui vient à l'intérieur de la classe plutôt que de retirer les élèves de la classe. Je l'ai dit tantôt, contribuer au développement professionnel des enseignants. On contribue à co-construire en partant de l'expertise des enseignants en place au sein de l'école,
Ça permet une pratique réflexive individuelle, mais aussi collective pour développer de nouvelles stratégies d'apprentissage et d'enseignement. Ça contribue à développer des attitudes positives en regard de l'inclusion parce qu'on ne se sent plus seul avec les élèves qui ont des besoins particuliers, mais on réfléchit ensemble à les amener plus loin et ça permet justement d'implanter des nouvelles pratiques qui soutiennent l'inclusion. Donc, dans les écrits scientifiques, il y a plusieurs effets positifs qui ressortent du co-enseignement. Nous en présentons trois principaux. Par exemple, dans une méta-analyse, on a des effets statistiquement positifs en fait sur la réussite des élèves. Plusieurs recherches aussi ont démontré des meilleures performances en lecture et en écriture chez les élèves. Et un effet non négligeable, une amélioration de l'estime de soi et du comportement des élèves à besoins spécifiques. Si on revient à notre recherche que nous avons menée en collaboration, donc nos trois objectifs principaux. Premièrement, c'était de décrire les pratiques de co-enseignement. Dans notre cas, ce sont avec des orthopédagogues qui vont co-enseigner dans les salles de classe, de définir les conditions qui sont favorables à ce co-enseignement et aussi proposer des pistes pour améliorer le co-enseignement. Au niveau de la méthodologie, différentes façons de collecter des données. On vous rappelle que c'est une recherche qui a été conduite dans 3 écoles primaires. Donc, il y a eu, entre autres, plusieurs rencontres, mais pour les données que nous avons collectées, 3 rencontres collectives avec les orthopédagogues, des séances de discussion autour de 90 minutes, où on a, entre autres, parlé des ateliers. Il y a eu 3 rencontres autour de 90 minutes, donc, qui ont été enregistrées. Nous avons analysé les contenus, dont 2 d'entre elles, nous avons présenté des ateliers de formation sur le co-enseignement. Pour ce qui est des autres discussions, on a parlé surtout pour faire émerger leurs pratiques en classe. Pour celles qui en avaient, selon leur expérience, on avait plus d'expérience, d'autres moins, mais pour faire ressortir les facilitateurs et les obstacles au co-enseignement. Donc, parmi ces rencontres, on a pu faire ressortir quelles sont les expériences qui ont été vécues de co-enseignement, comment ces rencontres de co-enseignement ont été planifiées, donc les différents modèles de planification, comment la différenciation pédagogique a été réfléchie, planifiée et aussi réalisée, puisqu'on va vous parler tout à l'heure d'observation, et des différents types de configurations de co-enseignement. En plus des groupes de discussion, on a eu aussi des observations, comme France l'a mentionné. Nous sommes allés observer dans les 3 écoles à 2 reprises, donc pour 6 observations à l'aide d'une grille d'observation de base qu'on adapte au fur et à mesure, on l'enrichit à partir de nos observations. Donc, ces observations nous ont permis de faire ressortir quelles sont les expériences de co-enseignement qui ont été vécues, comment les périodes de planification aussi. Et on a pu voir aussi ce qui a été planifié, faire le lien avec ce qui a été mis en œuvre dans la salle de classe, quel type de configuration a été aussi mise en œuvre. Aussi, les fiches de planification que les orthopédagogues ont développées ou mettent en œuvre avant d'aller présenter dans les classes ont été aussi analysées pour faire ressortir les principaux éléments. Et maintenant, je laisse la parole à mes collègues qui vont vous parler maintenant des résultats. Je voulais seulement vous préciser que les orthopédagogues qui ont co-enseigné, les résultats qu'on vous présente, c'est surtout en lien avec l'an dernier, mais ça se poursuit encore cette année, avaient entre quelques mois d'expérience, c'est-à-dire qu'une d'entre elles venait de terminer son baccalauréat en enseignement d'adaptation scolaire. Et elle a eu un contrat dès la fin et elle est tout de suite embarquée dans le projet et a commencé à co-enseigner avec 2 enseignantes jusqu'à des orthopédagogues qui avaient plus de 15 ans d'expérience. Donc, on avait dans notre bassin de 3 écoles et dans nos rencontres vraiment un éventail d'expériences. C'était vraiment intéressant de voir leur évolution. Elles ne partaient pas toutes au même endroit, mais elles sont allées toutes plus loin dans leur pratique de co-enseignement. Donc, on va poursuivre avec effectivement quelques résultats. Donc, on a organisé les résultats de 2 façons, en fait, avec 2 des 3 sous-thèmes de la journée, donc c'est-à-dire le temps de collaboration et l'organisation du temps. Donc, pour le temps de collaboration, on a axé sur finalement l'importance de la planification et de la régulation du co-enseignement en période de concertation, c'est-à-dire les moments où les co-enseignants vont échanger entre eux
pour planifier les périodes de co-enseignement en classe. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec France et France. Donc, c'est vraiment un essentiel du co-enseignement. Plusieurs équipes écoles, je vous dirais, se sont lancées dans le co-enseignement en se disant, petite parenthèse, en se disant, ah ben là, il faut aller en classe ensemble, super, semble-t-il qu'il y a une plus-value à être l'enseignante, l'orthopédagogue pour nos élèves de palier 2, là, donc nos élèves qui ont un besoin supplémentaire, et ont oublié le fait que c'était important de se parler avant et de planifier ces moments-là. Je vous dirais que ça a vraiment été très difficile et ça a même mis fin là, à certaines expériences de co-enseignement en se disant, ben ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de plus-value, les rôles n'étaient pas définis clairement et donc l'orthopédagogue ne sentait plus qu'il y avait une plus-value orthopédagogique et l'enseignant non plus. Donc, c'est vraiment un essentiel. L'importance, dans le fond, du temps de collaboration, je viens de quand même vous en glisser un mot, là, mais dans le fond, pour autant les titulaires que l'orthopédagogue, ça vous permet de faire une analyse commune des besoins. Donc, c'est-à-dire qu'ensemble, on va déterminer c'est quoi les besoins prioritaires dans notre groupe classe, dans le groupe classe auquel on fait référence ou dans notre cycle, dans notre niveau, tout dépendant de la façon dont on planifie. Mais c'est vraiment un objet qui est commun et donc ce n'est plus nécessairement l'orthopédagogue qui arrive en disant, ben moi je vais intervenir là-dessus, ou l'enseignant qui dit, ben moi ça c'est mes besoins, on le fait ensemble. Un autre élément important, on trouve des solutions. Donc, une fois qu'on a déterminé c'est quoi les besoins, c'est quoi les solutions associées à ça. Donc, on est dans une co-construction de solutions et plus chacun de notre côté. Mieux structurer le temps d'enseignement, ça va aussi avec mieux structurer le temps de co-enseignement. Donc, oui, dans le fond, quand on va être ensemble, qu'est-ce qu'on va faire et tout, mais le temps d'enseignement, dans la période où est-ce qu'on va être, il arrive tellement de choses dans une classe et tout, ça nous permet quand même de mieux structurer notre 45 minutes où je me dis, je le sais là, que pendant ce temps-là, en tant qu'enseignant ou en tant qu'orthopédagogue, je vais axer sur tel thème d'intervention. Donc, c'est vraiment, ça permet une plus grande efficacité, là, je vous dirais. Et ça va avec le sous-point qui est là, donc la rigueur d'intervention qui est peut-être un peu plus présente, comme on prend le temps de le planifier davantage. Et aussi, ça permet un développement professionnel d'une part comme de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on se nourrit, on est dans, je crois que tu l'avais nommé ce matin, France, mais une interdépendance qui est positive, où ensemble, j'arrête pas de le nommer depuis tout à l'heure, mais où ensemble, on co-construit au niveau de l'apprentissage des élèves et on développe ensemble à ce propos-là. Alors, moi, je vais vous parler des indispensables, puis en même temps, mais je vais faire le lien un peu avec le concret, là, qu'est-ce qui s'est passé dans les écoles, dans la mienne, puis je vais me faire la porte-parole des autres orthopédagogues qui travaillent dans les 3 autres écoles. 2 autres, c'est vrai, excusez. Alors, les indispensables, vraiment, le temps de concertation, on doit absolument le mettre à l'horaire. On doit l'inscrire dans un temps. En fait, moi, à mon école, je l'ai inscrit hebdomadaire, donc il peut y avoir du temps de concertation qui est hebdomadaire à toutes les semaines, qui est fixé dans un horaire fixe, une demi-heure, une fois par semaine. Il y a du temps de concertation qui peut être fait aussi lors des échanges en équipe cycle. Il y a des orthopédagogues qui le mettent à ce moment-là. Aussi, c'est possible de le faire lors des rencontres de planification là, en niveau scolaire. Souvent, il y a des directions d'école qui font des aménagements là, où il y a des périodes libres ensemble. Donc, là, les orthopédagogues et les enseignants du même niveau s'installent ensemble pour planifier. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Je vais vous montrer... en fait, moi, comment je l'installe. En fait, ça, c'est mon horaire de la semaine, l'horaire de l'année passée, mais vous voyez les flèches jaunes, en fait, c'est les temps de concertation. Donc, de concert avec la direction d'école, on a fixé des demi-heures une fois par semaine. C'est dans la tâche de chaque enseignant. Puis, c'est le temps qu'on a à toutes les semaines pour réguler notre intervention. Parallèle à ça, je fais aussi des blocs d'arrêt dans mon horaire où... c'est ça, on l'a oublié de le mettre. En fait, c'est où je planifie ces interventions-là. Ces périodes-là servent à réguler ce qui se passe au fil des interventions, mais il y a aussi un temps d'arrêt de planification qui dure environ 2 heures à 3 heures, ça dépend du nombre d'enseignants avec qui on travaille, où on planifie vraiment les interventions. Vous allez voir avec l'outil de planification là, tout à l'heure. Pardon. Ensuite, on a parlé d'avoir un regard commun, un regard croisé. Donc, c'est important d'avoir aussi
un portrait des élèves, d'utiliser des outils. En fait, moi, j'ai vraiment vu une plus-value sur l'utilisation des outils prescriptifs pour parler des besoins des élèves, puis se faire une idée de ce qui est à travailler, les cibles d'intervention. En fond, les outils, soit les référentiels en lecture, sur les piliers en lecture, même avec les niveaux d'intervention en fonction des niveaux d'âge. Il y a des interventions qu'on doit faire plus fréquentes en fonction du niveau d'âge des élèves. Par exemple, la fluidité en lecture, quand les élèves sont plus vieux. Moi, je travaille aussi avec des élèves en grande difficulté d'apprentissage. Donc, ces niveaux d'intervention-là, puis les cibles d'intervention, quand on utilise des outils prescriptifs, les outils prescriptifs et les référentiels, soit en écriture, en lecture, c'est facilitant parce qu'on finit par avoir un regard plus précis, puis plus en lien avec le curriculum scolaire des élèves. Et ensuite, l'idée, c'est de le consigner. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, des exemples de portraits de classe. Celui-là, c'est un portrait de classe en lien avec le langage écrit qui a été développé là, dans le cadre d'un projet avec Maud et des conseillers pédagogiques puis des orthopédagogues. En fait, ça présente les piliers en lecture. Il y a aussi les critères d'évaluation, dans le fond. Et ensemble, avec les enseignants, on regarde les besoins des élèves, puis on met les noms des élèves qui sont le plus à risque sur les portraits de classe. Puis de là découle des sous-groupes de besoins. Donc, ça nous permet d'avoir une idée claire des cibles d'intervention, puis de mieux planifier de quelle façon on va répondre à ces besoins-là. Excusez, hein, c'est trop techno notre affaire. Ensuite, on a parlé de l'importance de la planification. Avoir un canevas de planification. C'est beau, là, le cahier. C'est vraiment génial d'avoir un cahier avec les cases horaires dans lesquelles on écrit « OK, orthopédagogue vient dans la classe, stratégie de lecture ». Ça, c'est une façon de planifier. Mais quand on veut avoir un co-enseignement vraiment efficace, on doit planifier un peu plus. Enfin, on doit aller un peu plus loin sur la planification. On doit planifier le rôle de chacun. On doit planifier le matériel qu'on va utiliser. On doit planifier la cible. Qu'est-ce qu'on veut voir apparaître chez nos élèves? Et moi, j'ai vraiment vu une plus-value sur la consignation de tout ça, dans le fond, de le mettre par écrit, puis de le partager à chaque co-enseignant. C'est ça, le rôle, le matériel. Puis ça permet aussi, dans les périodes de concertation hebdomadaire que vous avez vues sur l'horaire, mais on ressort cette planification-là. Et là, on régule au fur et à mesure. Est-ce qu'on a rempli la cible? Est-ce qu'on doit ajuster certaines interventions? Ce lien-là fonctionne au moins. Alors, ça, c'est un exemple de planification. Je vous le décris un petit peu. En fait, en haut, on voit vraiment le comment. Dans le fond, les modalités de co-enseignement qu'on a choisi. Ici, il y a des intervenants. Donc, on a 3 intervenants. Entre autres, c'est la planification que vous allez voir dans les vidéos là, qui vont suivre. On va avoir des petites vidéos, on va essayer de les montrer. Là. Mais c'est vraiment cette planification-là. Donc, il y a l'orthophoniste qui vient travailler avec nous pour cette planification-là. Donc, on a vraiment séparé les sous-groupes. On a regardé qu'est-ce qu'on fait dans chacun des sous-groupes. Ensuite, on a ajouté un horaire. À quel moment ça se passe? Ici, on a vraiment mis non, je ne peux pas me tasser. En fait, il y a le rôle de chacun. Ça nous aide un peu à définir qu'est-ce qui va se passer, chacun qui fait quoi. Mais dans la case qui est dans les intentions pédagogiques aussi, là, et dans le comment, souvent, on va définir un peu plus. Puis ça dépend aussi de la personne avec qui je co-enseigne. Avec cette enseignante-là, on a peut-être besoin de moins définir le comment parce que ça fait quelques fois, on comprend bien le mécanisme, puis ça fait plusieurs années qu'on co-enseigne ensemble. Avec des enseignants avec qui c'est plus, que ça demande un peu plus d'organisation, donc la partie comment va être plus définie. On va vraiment avoir quasiment qu'est-ce qu'on fait avec notre intention pédagogique plus claire, là, en tout cas plus définie. Puis, dans les intentions pédagogiques, moi, j'aime bien cette année, j'ai ajouté ça, vraiment de mettre l'intention et d'aller vraiment mettre le critère d'évaluation sur lequel on va plancher pendant le bloc d'intervention. Puis, souvent, c'est des blocs d'intervention qui vont durer à peu près 6 semaines. Et c'est sur cette intention pédagogique-là qu'on va réguler
au fil des semaines. Donc, puis, c'est ça, on a les élèves aussi. Ouais, juste. Oh, voilà. Je vais juste faire un petit test. Bon, tout à l'heure, on avait de la difficulté au niveau du son, donc oui, vas-y. Alors, on a mis des vidéos pour question de rendre ça un petit peu plus intéressant. En fait, la vidéo que vous allez voir, c'est vraiment une période de régulation. Je vous ai parlé de la période de planification. Donc, on s'est déjà rencontrés avec l'orthophoniste. C'est une enseignante de classe de communication, et l'orthophoniste. Et on a déjà fait notre planification. On sait qu'on va travailler en mathématiques, mais on n'a pas encore, parce qu'il arrive plein de choses dans un milieu scolaire, là, donc on n'avait pas encore vécu d'activité en classe. Puis là, c'est notre petite période d'une heure, là, une fois ou 2 semaines. Et là, je la vois une fois ou 2 semaines. C'est notre petite période là, juste avant la première intervention en classe. Donc, on parle principalement de comment on va animer l'activité, de quelle façon on va différencier un peu nos tâches, le matériel qu'on va utiliser. On avait des questions. Passez fort, hein? On va faire ça. C'est moi, voulez-vous me laisser peut-être un... Oui, certainement. Oui, parfait. Bon, on va... Donc, pendant que les techniciens fait ça. Oui, en fait, pour vous attirer l'attention, c'est vraiment de savoir, dans le fond, qu'est-ce que, dans les 2 questions qu'on a préparées pour vous, en regardant les vidéos, si on y arrive, c'est vraiment de savoir, dans le fond, c'est quoi la plus-value des échanges que vous allez entendre, puis en quoi est-ce que ça va aider à la planification ultérieure, puis à garder, en fait, l'axe sur la cible là, par la suite. Donc, c'était le souhait qu'on avait. Donc, on va attendre un petit peu. C'est pas très grave, on va faire ça. On va faire ça. C'est pas grave. Bon, le temps file. Bon, non, c'est pas grave. Ben, ils seront en ligne, donc vous pourrez aller les voir si ça vous tente. Hein, on réagit, c'est vraiment pas grave. Donc, voilà, donc c'est vraiment 3 petits exemples, là, comme on vous dit, on en a mis 3, mais on va parler de matériel, tout ça, de ce que Marie-Ève, dans le fond, vous exprimait là, à l'instant. Donc, on poursuit. Donc, c'est un exemple, dans le fond, c'est ce que tu as un peu expliqué. C'est ça, c'est de la planification. En fait, ces rencontres de collaboration-là, ces rencontres de concertation, une fois qu'on a planifié les interventions, qu'on les a vécues, en fait, ici, c'est vraiment, tout à l'heure, France vous parlait des verbatims, là, des échanges qui se sont déroulés là, lors des rencontres, là. Donc, ça en fait partie. Ce qu'on voit par rapport à la régulation, c'est qu'on va planifier des interventions, ensuite, on va les vivre, les interventions. Puis ensuite, on revient ensemble pour en discuter. Donc, on peut ajuster les planifications. Donc, en fonction des échanges, en fonction de ce qu'on a vécu chacun de notre barre, on revoit notre planification pour repartir sur des nouvelles bases ou pour faire mieux progresser les élèves. Donc, ces échanges-là nous permettent de réguler les pratiques, réguler aussi ce qu'on a vu auprès des élèves, puis de mieux les soutenir, en fait. Donc, ici, en fait, les obstacles et facilitateurs en lien avec la régulation. Donc, ce que vous voyez, c'est dans le fond le verbatim d'une orthopédagogue. Là, ce qu'elle exprimait finalement, c'est que soit que des fois, ça peut être extrêmement court, donc c'est difficile, c'est vraiment un défi en fait de mettre à l'horaire ou mettre à l'horaire comme soit dans l'horaire vraiment une fois par semaine ou même une fois par 2 semaines, par mois dans la rencontre cycle, etc. C'est quand même un défi de le faire. Là. Je travaille avec plusieurs écoles, puis je vous dirais que c'est comme la chose qui accroche énormément. Donc, quand on a peu de temps ou quand on fait ces concertations-là aussi, ce que je vois beaucoup, c'est de façon informelle. C'est sûr que c'est vraiment moins efficace. Donc, ce qu'on propose comme petite piste de solution, évidemment, on vient de vous présenter,
Donc, utiliser un canevas de planification, puis mettre à l'horaire, mais comme je disais, ça peut être à l'horaire une fois par semaine, là, mais le trouver dans le fond des moments qui vont être formels et non informels. D'ailleurs, les canevas que Marie-Ève a présentés, ils étaient complétés, mais j'ajouterai sur le PowerPoint aussi, où vous pouvez les trouver. Donc, c'est des outils qu'on a développés à la Commission scolaire de Montréal. Vous pouvez les trouver en ligne, donc sur mon blog là, de l'adaptation scolaire. Donc, vous avez un canevas de planification et des outils de concertation entre enseignants orthopédagogues. L'autre élément, l'autre obstacle qu'on peut voir, c'est que le langage commun, il n'est pas toujours présent au départ. Donc, parfois, en tant qu'orthopédagogue, on peut avoir justement une lunette très orthopédagogique, puis là, on parle des microprocessus, de toutes sortes de choses comme ça. Oups, l'enseignant, lui, c'est peut-être pas nécessairement comme ça que son bac, il n'a peut-être pas entendu parler de ça nécessairement. Donc, c'est pour ça que c'est important, Marie-Ève parlait de nos référentiels, nos outils communs. Donc, notre programme de formation de l'École québécoise, les référentiels en lecture, en écriture, par exemple, c'est des outils communs à travers lesquels on peut échanger finalement et parler d'apprentissage des élèves. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser ces outils-là qui sont communs à notre milieu scolaire. Puis aussi, par exemple, si notre langage commun ou notre lecture des besoins n'est pas pareil et pas tout à fait la même, on peut commencer avec des types de co-enseignement qui sont peut-être moins engageants au niveau d'une planification commune. Donc, par exemple, tantôt, on a vu par atelier où chacun a son morceau à planifier. Donc, ça peut peut-être aider à rentrer en douceur là, dans une classe, donc de façon peut-être un petit peu moins abrupte, là, si on veut. Okay. On voulait faire un petit parallèle avec le temps d'apprentissage. En fait, vous démontrer ce que ça avait comme effet sur l'apprentissage des élèves là, de collaborer, parce que c'est bien beau de se parler entre adultes, là, mais il faut que ça ait un effet sur les élèves. En fait, ce qu'on s'est rendu compte au fil des expérimentations, c'est qu'en ayant des rôles très définis et en sachant ce qu'on va faire dans la classe de l'autre, puis comme qui fait quoi, ben nos élèves ils ont plus, leurs besoins sont mieux répondus, excusez. En fait, on répond mieux aux besoins des élèves. Plutôt que justement ce qu'on se disait tout à l'heure, que Maud parlait, si on arrive dans la classe puis on ne sait pas trop, puis on soutient plus ou moins certains élèves, puis on n'est pas trop, ça a moins de plus-value que si on a vraiment campé dans des rôles puis on sait exactement ce qu'on s'en va faire. Donc, moi, quand j'arrive dans une classe, là, même si je suis là pendant 30 minutes, parce que ça m'arrive de faire des interventions de 30 minutes en classe, je sais exactement ce que je vais faire avec les élèves. Et l'enseignant sait aussi exactement ce qu'il va faire, ce que je vais faire avec ses élèves. Donc, ça peut n'être que profitable pour les élèves. Ensuite, oui, on mise sur les forces des intervenants. Donc, ces échanges de collaboration-là avec l'orthophoniste, avec les autres enseignants. Moi, je suis orthopédagogue, mais le prof est quand même expert de ses élèves là, dans sa classe. C'est lui qui connaît mieux les besoins de ses élèves. C'est lui qui vit avec lui au quotidien. Donc, cet échange-là d'expertise est très riche. Puis ça fait aussi profiter l'apprentissage des élèves. On est capable d'aller cibler des meilleures interventions en fonction des personnalités de chacun des élèves. Donc, c'est plus riche à ce niveau-là. Puis, ça permet aussi d'avoir une vision partagée. Donc, on a parlé des outils de référence tout à l'heure. Et plus ça va, plus on utilise les outils référentiels et tout ça, et plus on a une vision partagée de ce qui est à développer, puis va amener nos élèves. Qu'est-ce qui est important? Parce qu'on peut décider de travailler sur des cibles qui ne sont pas nécessairement gagnantes ou ce n'est pas nécessairement ce qui est prévu. Donc, on est capable d'avoir une meilleure cible. Donc, nos élèves y apprennent plus que ce qui est essentiel. Donc, on va passer ensuite à l'organisation du temps. Nous autres, on l'a appelé le temps d'enseignement. Donc, finalement, on va vous parler un peu de l'expérimentation qu'on a eue par rapport à 3 types de co-enseignement. Comme il a été nommé auparavant, il y en a vraiment d'autres, plusieurs autres qui ont été essayés, mais on va axer sur ces 3-là pour aujourd'hui. Donc, le co-enseignement en atelier, le co-enseignement alternatif. Nous, on a parlé, le co-enseignement alternatif, on l'a vu, ça pouvait être par exemple en pré-enseignement et tout, mais nous, on va axer plus sur le sous-groupe de besoins, puis le co-enseignement en parallèle. Donc, le co-enseignement en atelier, les avantages, inconvénients, c'est sûr que l'avantage, c'est qu'il y a quand même une très claire définition du travail. Là, donc, tout le monde planifie chaque co-enseignant planifie son atelier. Les élèves, dans le fond, ils peuvent bénéficier de la réduction du ratio. Bien, en fait, ce qu'ils bénéficient, c'est
oui, d'une réduction de ratio, mais finalement une rétroaction qui est beaucoup plus efficace. Si je suis avec, si je suis à 1 pour 6 plutôt qu'à 1 pour 20, ben, vous voyez que je vais intervenir très rapidement sur, dans le fond, ce que mon élève va me donner comme réponse, la réajuster très vite, réajuster mon intervention rapidement. Donc, c'est sûr que c'est un avantage qu'on voit. Puis, ça peut permettre une large expérience aussi, un large éventail d'expérience aux élèves. Donc, dans un atelier, ils vont voir tel élément, dans un autre, ils vont voir telle autre chose. Donc, c'est sûr qu'en 45 minutes, ils peuvent vivre plusieurs expériences. Aussi, comme je vous disais tout à l'heure, donc le niveau de confort des co-enseignants, bien, ça peut permettre quand même un premier pas là, dans le co-enseignement, dans le sens que chacun planifie son morceau, on voit l'ensemble des élèves, donc on n'a pas besoin de co-planifier une séance d'enseignement, donc ça peut être quelque chose qui est intéressant là, à expérimenter. Maud, elle l'a nommé un peu, là, mais en fait, l'avantage, c'est vraiment d'avoir une grande diversité de pouvoir répondre à une grande diversité des besoins là, en utilisant le co-enseignement en atelier. Je pense que je vais donner mon exemple tout de suite. Donc, par exemple, si on décide de travailler sur une sphère d'intervention qui est la lecture, bien, on peut aller travailler la fluidité avec un sous-groupe, on peut aller travailler le décodage, puis on peut aller travailler la compréhension. Donc, en fonction de notre expérience, puis en fonction de notre expertise, puis en fonction des besoins des élèves, bien, on peut répondre à 3 besoins en même temps au cours d'une même période. Par ailleurs, on en parlait des décibels tout à l'heure, donc c'est vrai que quand on est à 3 ateliers en même temps dans une classe, bien, c'est sûr que c'est un petit peu plus bruyant, puis il y a certains élèves qui ont plus de difficultés à se concentrer, puis même les adultes, il faut apprendre à réguler notre volume de voix et tout ça, donc c'est peut-être un défi qui peut être un petit défi là, pour travailler en atelier. Il y a un défi aussi qui est, on ne l'a pas nommé, mais qui est en atelier, souvent, on va avoir un groupe de travail autonome. Ça peut arriver quand on est deux co-enseignants à la fois, d'avoir quelque chose pour occuper les élèves qui sont en autonome. Ça, c'est un autre défi. Puis, il y a vraiment par rapport à la co-planification, les échanges au niveau de la planification sont moins riches. Oui. En fait, c'est un autre exemple, c'est un autre verbatim. Là, il y avait décidé de travailler en mathématiques. Puis, ici, on le passe. Concernant le co-enseignement alternatif, là, comme je vous disais, nous autres, on l'a vu plus en sous-groupe de besoins là, pour aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'on va parler d'offrir un soutien supplémentaire, donc dans le langage qu'on va utiliser souvent dans les modèles d'intervention en 3 paliers. Donc, l'intervention supplémentaire, notre palier 2 finalement, où est-ce qu'on va venir intervenir sur des difficultés un peu plus spécifiques avec un petit sous-groupe d'élèves choisis. C'est sûr, dans le fond, ça va nous permettre d'être attentifs, dans le fond, aux besoins là, des élèves qui présentent un petit peu plus de difficultés. Il faut faire attention, comme France l'a précisé, là, de ne pas toujours non plus utiliser cette façon-là parce qu'on va non seulement stigmatiser un peu plus ces élèves-là dans le groupe, mais également en regroupant souvent des élèves en grande difficulté, toujours ensemble, on atteint une certaine limite là, à un moment donné. Donc, l'hétérogénéité aussi est quelque chose qui est vraiment très efficace. Donc, ça utiliser, oui, mais il faut faire attention de ne pas surutiliser ce modèle-là, évidemment, et de ne pas non plus camper, par exemple, l'orthopédagogue qui, elle, va intervenir auprès du sous-groupe de besoins. Donc, c'est important d'échanger les rôles, là, si on veut éviter, encore une fois, la stigmatisation et s'assurer que l'orthopédagogue aussi puisse avoir une vue d'ensemble de l'ensemble du groupe également. Alors, concernant le co-enseignement alternatif, en fait, ça permet aussi de différencier les processus. Par exemple, je vais faire ça comme ça. Non. On va voir on ne pourra pas montrer la vidéo, hein, c'est ça? En fait, dans la vidéo, oui, OK. Dans le fond, ça permet de différencier les processus. Donc, si on décide d'une même cible, bien, on peut enseigner différemment. L'enseignant va l'enseigner d'une certaine façon, puis en sous-groupe, on va l'enseigner d'une autre façon. Dans le fond, on va utiliser plus du matériel de manipulation en mathématiques ou une autre façon de modéliser la tâche, plus en enseignement explicite. Oui, c'est bon. Puis aussi, là, attendez une minute, ce qu'on a observé, par exemple, parce que tout à l'heure, on parlait de co-enseigner en même temps dans la classe, mais en fait, ce que nous, on a découvert, c'est que ce qui est important, c'est d'être centré sur la même tâche. Pour des fois varier le niveau de décibels, là, on peut travailler dans des locaux différents, mais centré sur la même cible d'apprentissage. Donc, l'enseignant, si on a décidé de cibler les mathématiques, puis encore là, on l'a ciblé en planification. Donc, c'est sûr et certain
certain qu'on va travailler sur la même cible. Donc, ça, c'est un exemple d'enseignement alternatif. On avait planifié de travailler les mathématiques. Donc, moi, je travaillais avec un sous-groupe de 3 élèves qui ont un peu plus de défis. Puis, l'autre, je peux stopper? On avait prévu, oui, le présenter pas de son, donc on va être correct pour celui-là. Ce qu'on vous invite à faire en observant la vidéo, c'est vraiment de regarder en fait les comportements d'élèves, de voir qui est engagé, qui l'est peut-être un petit peu moins, pour voir en fait les avantages et inconvénients, là. Donc, ce que vous allez voir, c'est vraiment 2 sous-groupes animés par un co-enseignant et un petit sous-groupe d'élèves qui travaille de façon autonome. Donc, ça vous fait... Ça donne une idée du niveau d'engagement. On peut vraiment voir que dans le sous-groupe, là, je vous aide un petit peu, mais on peut voir que dans le sous-groupe, là, la rétroaction est assez directe, là. Dès qu'il y a un comportement qui se passe, là, on rétroagit directement. Puis ben, l'autre enseignante qui a vraiment des élèves qui est un petit peu plus fort, qui est plus compétent dans ce champ, dans ce type d'intervention. Donc là, il y a un plus grand groupe. Donc, effectivement, les élèves qui étaient en travail autonome, vous avez vu, là, on vous a montré 40 secondes, mais dans d'autres vidéos, on voit un moment il aiguise le crayon. Et puis, donc, c'est vraiment, à un moment, après ça, ils sont engagés. Donc, c'est sûr que l'acceptation, on parlait du défi en lien avec ça, de l'acceptation de l'élève, des élèves qui travaillent de façon autonome, parfois, ça se peut que l'engagement soit un petit peu moins grand ou que ça prenne un peu plus de temps avant de se mettre à la tâche. Donc, c'est sûr que c'est un deuil à faire, je vous dirais, en tant qu'enseignante, mais une fois qu'on passe par-dessus ça, puis on voit de toute façon la plus-value de l'enseignement en sous-groupe, par exemple, là, on voit clairement que ça peut avoir une plus-value de toute façon, même s'il y a des petites pertes de temps à certains moments. Je voulais revenir avec la question. Pour le co-enseignement en parallèle, donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment dans le fond 2 façons de voir sensiblement la même notion. Donc, ça peut être effectué dans les premières, ça peut pas, pardon, être effectué pour une première phase d'apprentissage parce qu'on doit absolument connaître les besoins, défis de nos élèves pour savoir qui aurait intérêt à être enseigné de leur enseigner de telle ou de telle façon. Donc voilà, ça peut aussi être utilisé, par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure, quand les 2 co-enseignants avaient peut-être plus ou moins la même façon d'intervenir ou d'enseigner. Donc là, à ce moment-là, encore une fois, chacun gère sa planification de façon un petit peu plus individuelle. Dans ce cas-là, l'exemple que j'ai à vous démontrer, c'est on a décidé avec une enseignante de faire de la lecture interactive. C'est une enseignante qui était plus ou moins à l'aise avec ce dispositif de lecture-là. Donc, on a fait une planification partagée. On a fait de la planification ensemble. Ensuite, on l'a animée, chacun de notre côté, en parallèle. Puis ensuite, on revenait en planification. Puis on pouvait discuter de ce qu'on avait vécu, puis les défis, puis replanifier nos interventions. Donc, c'est donc une modélisation, en fait, de la planification, puis un enseignement en groupe, en plus petits groupes. Donc, les obstacles ici, c'est sûr que au niveau, comme je vous parlais, finalement, je ne vais pas répéter, mais les styles d'enseignement qui sont différents, les personnalités qui sont différentes. Donc, dans le fond, d'utiliser un type de co-enseignement qui répond davantage à ces besoins-là, puis de mettre à profit, finalement, le temps de planification pour modéliser parfois certains éléments. Donc, comme si, par exemple, on utilise un type de co-enseignement où chacun planifie son atelier, par exemple, ou son enseignement parallèle, on peut utiliser les moments de planification pour essayer de se rapprocher. Donc, nos styles d'enseignement se rapprochent un petit peu plus et d'apprendre l'un de l'autre. Donc, ça peut être une stratégie qu'on utilise là, à ce moment-là. Et aussi, il ne faut pas oublier non plus de partager, dans le fond, avoir un partage réel entre les co-enseignants. Donc, souvent, ce qu'on a pu observer dans beaucoup d'écoles, par exemple, l'orthopédagogue va prendre une grosse partie sur ses épaules et là, c'est elle
réel qui va mener le tout. C'est sûr qu'au départ, c'est possible, mais par la suite, on essaie de tendre vraiment vers un réel ça le dit, à deux co-enseignement. Donc, dans la modélisation là, du partage des rôles, d'essayer d'atteindre une réelle co-intervention, co-enseignement par partager vraiment la planification et tout, pour que ce soit une vraie interdépendance là, positive. Donc, l'interdépendance positive, là, je vais faire le pont, ça passe vraiment par le respect mutuel. Puis, en fait, entrer dans une classe, c'est comme un lieu secret. Hein? Donc, c'est une chasse gardée, on ferme la porte, on est avec nos élèves. Donc, de faire le pas, d'ouvrir sa porte, de permettre le regard croisé sur les apprentissages, le regard croisé sur la pratique. C'est tellement riche, mais en même temps, c'est le défi. Et là, les verbatims, ce qu'ils décrivent, en fait, c'est le respect mutuel, d'être à l'écoute, de ne pas être là pour juger, mais d'être là pour apprendre, puis d'apprendre l'un l'autre. Donc, ça, c'est super important, mais ça se fait petit à petit, donc de favoriser des périodes de concertation. Ça aide à apprendre de l'autre, de voir comment l'autre travaille, puis il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise réponse, donc on est là pour construire. Puis, et petit à petit, ça s'ouvre. Là. Moi, je l'ai vécu là, avec certains enseignants. C'était difficile au début. Puis là, finalement, la co-planification s'installe petit à petit. Pour les effets, on en a amplement parlé, donc je vais vraiment accélérer pour laisser la conclusion à mes collègues. Donc, mais clairement, c'est sûr que co-enseigner, ça contribue à énormément d'éléments. Donc, on vous laissera aller les voir en ligne. Donc, si vous avez envie de lire les verbatims qui sont là, des très beaux témoignages et des pistes très intéressantes par rapport à la différenciation, l'engagement des élèves, pour éviter la stigmatisation, qu'est-ce qui a été observé dans les écoles, faire collaborer les élèves autant que les enseignants, on l'a nommé, répondre aux besoins de tous les élèves de la classe, au développement aussi professionnel, donc comme Marie-Ève le disait, apprendre des choses l'un et l'autre, et finalement au développement d'une réelle équipe école, donc ensemble, de se dire, ben, mon élève a besoin particulier, c'est plus mon élève a besoin particulier, c'est notre élève, puis ensemble, on va en prendre soin. Donc, c'est vraiment ce que ça peut permettre de développer, et c'est vraiment magique quand on y arrive. Moment magique. Oui. Donc, je vais laisser la conclusion. Pour conclure, je vous laisse avec 3 limites du co-enseignement. On dit, parmi les critiques, c'est l'utilisation exclusive du co-enseignement, c'est-à-dire dans le co-enseignement dans toutes les matières, dans toutes les disciplines, en tout temps. Une autre limite où on doit porter une attention particulière, c'est que les élèves à besoins spécifiques n'ont pas toujours profité d'une intervention directe, donc il ne faut pas les oublier. Et parfois, quand ils bénéficient d'une intervention directe, elle peut être parfois superficielle, interrompue, peu préparée, peut manquer d'intensité, donc est loin de mener aux objectifs qui ont été fixés au départ et surtout les objectifs à long terme. Donc, il faut tenir compte de ces éléments. Parmi les recommandations, on l'a rappelé, les collègues l'ont rappelé, préciser les buts et les objectifs du co-enseignement. Aussi, informer les parents, clarifier les attentes, que ce soit envers les élèves ou envers l'autre personne qui co-enseigne. Documenter les responsabilités aussi. On a dit clarifier les rôles de chacun, qui fait quoi. Donc, c'est très important que ce soit clarifié. Et définir à l'avance pour aller à l'encontre des limites qu'on a nommées, des adaptations à apporter et qui sont les élèves pour qui on doit apporter, répondre à leurs besoins particuliers. Ça, je pense que ça a été nommé plusieurs fois, que l'une des intentions, c'est vraiment de répondre aux besoins des élèves. Donc, il faut toujours l'avoir en tête et se le rappeler, se donner des objectifs qui vont permettre d'atteindre ces cibles. Alors, les pistes d'action, je pense que ce qu'on doit viser au sein des écoles qui souhaitent développer des pratiques de co-enseignement, c'est d'essayer de générer une culture institutionnelle en lien avec des pratiques partagées, comme vous le disiez. Les élèves appartiennent à toute l'école, on peut collaborer, pousser plus loin notre enseignement, et c'est ça, c'est une culture à transformer au sein des écoles. Ça prend le leadership et l'appui de la direction d'école, notamment pour les temps de concertation, faciliter aussi ces moments de co-enseignement-là,
pour pouvoir aller plus loin. Donc, c'est vraiment une dimension collective de l'enseignement qu'on souhaite développer. Si je pouvais ajouter aussi, si vous avez envie d'expérimenter le co-enseignement dans vos écoles ou de guider des équipes ou de les accompagner, tentez d'aller au-delà de un enseignant enseigne et l'autre observe ou un enseigne et l'autre soutient. Ce sont ceux qui sont les plus souvent mis en place. On peut débuter par ça, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça au niveau du co-enseignement pour justement assurer un engagement réel, des interactions et réponses rapides aux besoins et aux questionnements des élèves. Alors, ce serait le mot de la fin. Je vous disais tantôt qu'on a fait des capsules de formation. On les a formalisées sous forme de feuillets qui peuvent vous inspirer. Alors, vous pourrez les trouver sur le site ADEL sur lequel on a déposé le PDF de ce document-là. Donc, il est libre d'accès, vous pourrez l'imprimer. Alors, j'espère qu'on a su vous inspirer. Ah, je vais y revenir, je pense. Vous voulez peut-être voir ça? Ou l'adresse? OK. Oui, alors... J'aimerais aussi ajouter que on a un bel exemple aussi de collaboration université et milieu scolaire. Donc, merci d'avoir fait appel à nous. Je pense que les retombées ne sont pas toujours dans des articles scientifiques. On voit qu'il y a des feuillets qui ont été produits qui, l'objectif, c'est que ça serve aux enseignants et aux élèves. Donc, je pense qu'on travaille, c'est un bel exemple de collaboration pour travailler ensemble pour les élèves. Voilà. Juste pour terminer, je pense qu'il y a d'autres recherches qui doivent être menées pour rehausser les connaissances en lien avec le co-enseignement, pour s'assurer qu'on a de bonnes pratiques de co-enseignement et s'assurer qu'elles sont efficaces. Donc, au-delà des dispositifs et de l'organisation et de la planification, je pense que des chercheurs doivent se pencher sur des pratiques de co-enseignement et trouver des méthodologies qui pourront aller plus loin. Nous, on a décrit les pratiques, les obstacles, les facilitateurs, mais il faudra mener d'autres recherches pour vraiment s'assurer que certaines conditions sont gagnantes et rehaussent vraiment la réussite éducative et scolaire là, des élèves. Merci. On n'a pas vraiment assez de temps pour les questions, mais est-ce qu'il y avait des questions des web? Il y a quelqu'un qui... Non, il n'y a pas de questions sur le web. Mais je voulais remercier les conférenciers et aussi les participants sur place à distance qui entendent, mais on ne les voit pas. Et je veux vous rappeler que les enregistrements des activités seront disponibles en 10 jours à peu près. Alors, vous pouvez trouver les renseignements là-dessus. Et je voulais vous remercier tous. Je pense que c'est très belle de voir une équipe comme ça qui travaille ensemble dans 3 écoles différentes. Puis c'est vraiment... Bon. Merci. Bonne fin de journée.